Modeste Zapassara, grand comédien qui a adapté Black Bazar. Avant, vous allez donc nous faire entrer dans l'univers de Petit Piment qui nous occupe ici aujourd'hui. Les voies du Seigneur sont impénétrables, aurait dit Papa Mpelo. Alors que je semblais mener une vie normale entre mon petit travail au port et mes visites régulières chez ma maman Fiat 500, une opération dite Pointe Noire sans putes aéroises fut lancée à grand coup d'éclat par le même maire, François Makélé, qui quelques années plus tôt nous avait déjà contraints de nous retirer à la côte sauvage avec sa fameuse opération Moustique du Grand Marché. Du coup, l'opération Pointe Noire sans putes aéroises était la plus appropriée parce qu'elle ne touchait pas les putes congolaises et qu'en plus, le maire pouvait se targuer de faire d'une pierre deux coups, éradiquer la prostitution aéroise dans la ville et lutter parallèlement contre l'immigration clandestine, car beaucoup de ces femmes étaient arrivées à Pointe-Noire en transitant par l'Angola ou le Cabinda, grâce aux passeurs qui leur avaient vendu des pièces d'identité congolaises. Quelle ne fut pas ma surprise ce jour où je me pointais devant la parcelle de maman Fiat 500 et que je ne trouvais qu'un champ de ruines, comme si une bombe avait tout fait s'écrouler pendant une guerre contre les Américains. Je croyais vivre une hallucination, et cette sensation fut aggravée par une sorte de nuit qui recouvrait mes pensées. Le choc était si saisissant que je restais devant ces ravages pendant plus d'une heure à me demander ce qu'était devenu maman Fiat 500 et ses 10 filles. Retrouvant enfin mes esprits, je me rendis au centre-ville où travaillaient plutôt les Angolaises et les Camerounaises. Je ne vis nulle part maman Fiat 500 et ses filles. Je pris le bus de retour vers ma cabane, que je considérais comme désormais le seul lien qui me restait avec cette petite famille qui était certainement en route vers le Zaïre. Je tournais en rond dans cette petite parcelle. Je ne savais plus que faire et ignorais jusqu'à la notion du temps. Et c'est sans doute à partir de ce moment que j'ai commencé à sentir des trous béants dans ma tête, à entendre comme des groupes de personnes qui couraient à l'intérieur, les échos des voix qui parvenaient de maisons vides, des voix proches de celles de Bonaventure, de Papa Mpelo, de Sabine Nyangui, des jumeaux, mais surtout celles de maman Fiat 500 et ses filles. Puis plus rien. Je ne me souvenais plus de rien, ni même de qui j'étais. Est-ce qu'on peut dire que c'est un de vos romans les plus féministes? Bon, je pense que j'ai toujours été beaucoup féministe, mais beaucoup trop même à l'égard de ma mère, ou de mes mères, puisque j'ai mon père adoptif, comme on dit là-bas, père nourricier, il y avait deux femmes. Donc peut-être que ici, la peinture de cette femme qui travaillait dans l'orphelinat, Sabine Nyangui, qui est en réalité une métisse congolo-cubaine, puisque c'était les Cubains qui venaient à Pointe-Noire pendant leur moment de détente, qui nous amenaient les puercos, les Congolais qui sont là, savent à peu près donc ces boîtes de viande qu'ils donnaient aux petits, et entre-temps, il arrivait que, pour mieux se délasser, il tombait sur les jeunes filles en fleurs, comme dirait l'autre, et puis ça finissait parfois par des naissances inopinées. Donc, Céline Nyangui, le portrait qui est fait peut-être d'elle, la façon avec laquelle elle s'occupe de Petit Piment, la façon avec laquelle elle vient cautériser les plaies lorsqu'on a fouetté cet enfant, la manière de parler et tout le mystère qui entoure un peu sa filiation, d'où elle vient, comment elle s'est retrouvée dans cet orphelinat,
à côté de Céline Nyangui, peut-être aussi la présence de Maman Fiat 500, qui est la grande maquerelle, qui est au quartier 300, qui dirige 10 filles aéroises, mais qui a aussi un grand cœur, puisque les petits du quartier peuvent venir chez elle, manger ou quoi, mais surtout Petit Piment qui va finir par presque adopter, recueillir. Et je pense que c'est un des romans dans lesquels c'est vrai que j'ai peint pendant beaucoup plus de temps des personnages féminins. Quel est le lien justement entre Sabine Nyangui et Maman Fiat 500? Le lien qu'on pourrait mettre entre Sabine, Sabine Nyangui qui était dans l'orphelinat et Maman Fiat 500, c'est peut-être que sans le savoir, les deux se sont occupés de Petit Piment. Sabine Nyangui dans l'orphelinat. Mais Sabine Nyangui a disparu aussi comme ça parce que, bon, ça va être toute la question du tribalisme et à l'intérieur, Dieudonné Ngoulou Momako, le directeur voilà, les Congolais savent, je dis Ngoulou Momako et ça veut dire quelque chose, mais on va parler aussi de... Dieudonné Ngoulou Momako s'est entouré avec Bissoulou Ngoulou Momako, Dongo Ngoulou Momako, donc il a créé une sorte de dynastie autour, et dynastie tranquillement, qu'il a bien verrouillé autour, et donc du coup, Sabine Nyangui était pratiquement une tâche. Mais le problème, c'est que cette femme métisse était là avant ce Dieudonné Ngoulou Momako. Donc c'était comme le meuble même de l'institution. Mais ce meuble gênait, puisque un directeur un peu autoritaire ne voulait pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne à peu près adoucir les angles. Est-ce que ces femmes ont une puissance, j'allais dire, supérieure, dans la mesure où, notamment, on voit une opposition, un opposant qui passe, ça vous le découvrez encore, on ne déflore rien, un opposant qui passe, un président qui est toute chose, et qui, au point de commettre, on va dire, l'irréparable. Quelle est la puissance, la force que vous donnez à la femme africaine? La puissance et la force, surtout dans le roman, et je parle sous le contrôle de notre monument, Soni Laboutansi, comme vous voyez dans La vie et demie, comment la vengeance des Amazones qui sont à l'intérieur, des femmes qui sont à l'intérieur, cette vengeance est implacable. Il y a une puissance qui est là, qui se matérialise par la résistance, l'endurance quotidienne, le fait un peu de reprendre tout ce que les hommes, dans leur irresponsabilité, peut-être écartèlent. Donc les femmes sont là pour cautériser en quelque sorte les choses, parce que face à cette sorte d'irresponsabilité, comme vous voyez par exemple le personnage Petit Piment, il a un ami qui s'appelle Bonaventure, mais son vrai père, c'est quelqu'un qui travaille à la Société nationale de distribution d'eau et qui donne des pompes à eau à ses maîtresses, à gauche et à droite. Quand la maîtresse n'est plus d'accord avec elle, il vient couper l'eau. Donc voilà. Il envoie des gens qui viennent couper l'eau, mais à la rigueur, quand la maîtresse est tombée enceinte et que le type lui-même, il est déjà une famille avec plusieurs enfants, comment il va expliquer ça à la maison? Donc il a la peur, il refuse même de prendre la responsabilité, il envoie des gens couper l'eau, mettant la femme dans une situation... Les hommes sont un peu lâches. Mais pendant voilà, j'ai voulu... Ça n'est pas une affirmation, mais c'est dans le roman. J'ai voulu vraiment aussi montrer le côté crapule des hommes dans ce roman. Parce que les hommes, ils ont trop de bons rôles dans les romans que nous écrivons. Ils libèrent les peuples, ils font ceci. Il faut arrêter ça, c'est fini. Donc moi, je voulais montrer leur côté crapule à l'intérieur. Que ce soit le père de Bonaventure dans ce côté crapuleux, Ngoulou Momako dans ses délires, ou même, un peu plus tard, le vieux Koukouba, vous savez, celui qui est le gardien de la morgue. Mais il y a un peu le côté crapule que je voulais montrer de ça, et faire même l'auto-critique de notre propre condition masculine. Parce qu'on a toujours défini, en Afrique, surtout au Congo, on a toujours défini le monde du côté de l'homme. Regardez même, pour dire la main gauche, c'est la main la plus faible. Le boko est moisi, la main de la femme, donc c'est la main gauche, donc la main droite, c'est la main de l'homme. Alors que parfois la main gauche peut faire des vraies choses. La main gauche peut jouer les plus belles notes de la guitare, et parfois les plus grands guitaristes sont des gauchers.
Obama, c'est un gaucher au passage. Et vous êtes droitier ou gaucher? Je suis droitier. Je croyais que tu allais dire en BDS. Ah non. Je suis droitier. Voilà. J'ai hésité parce que je me suis dit, en fait, je ne me suis jamais posé la question. Maintenant qu'on tape sur l'ordinateur, ça devient presque caduc. Oui. Voilà. Alors, on continue en découvrant ce petit piment dont j'ai donné le nom, mais je vais vous laisser vous prononcer parce que votre lingala est meilleur. Ah non, vous avez bien commencé. Non, alors, vous vous êtes amusé visiblement, donc puisque c'est une de vos pattes aussi. Hein. J'aimerais qu'on aborde la question des noms dans votre écriture et particulièrement dans ce roman, dans Petit Piment. C'est jouissif, hein, vous vous êtes amusé. On parlait tout à l'heure de Dieudonné Ngoulimako. Ah ben voilà. Donc ça veut dire que c'est un plat de porc à la banane plantain. Voilà. Dieudonné plat de porc aux bananes plantain. Il y a plusieurs exemples comme ça. Bissoulou Ngoulimako, là vous avez pâte d'arachide aux bananes plantain également. Voilà, donc tout à fait. Donc, après Dongo Dongo, c'est le gombo. Voilà. Fumbu, je ne sais pas le nom en français. Fumbu. Ça n'existe pas en français. Coco. On va vous consommer, mais que vous l'osez? Mais je crois vous voyez, le Congolais, je vous avais dit, il y a une lecture souterraine. Alors justement, comment, j'allais dire, la gastronomie peut être facteur de cohésion? Parce que notamment dans le roman, à un moment, il y a la maman Fiat 500, les Zaïroises, qui dit que quand un homme mange un plat, le plat chez elle, seules les Zaïroises, le nom m'échappe, ça me reviendra, chez elle, seules les Zaïroises savent le préparer et qu'elles quittent donc leur femme du congolaise. Comment la gastronomie peut être un facteur de mais moi je trouve que c'est à l'endroit où il expliquait qu'une femme laide mais qui sait cuisiner et remuer le popotin gardera plus son homme qu'une femme belle qui cuisine mal et qui voilà. Donc je pense que c'était les conseils souvent que maman Fiat 500 donnait évidemment à ses filles qui étaient là. Mais c'est aussi, on voyait bien qu'il y avait chez nos pères de l'époque, le fait c'est que parfois il était avec telle maîtresse parce qu'elle savait bien préparer le sakasaka, la pâte d'arachide, l'autre de l'autre côté préparait bien l'antilope. La pâte de la cuisine était essentielle dans ce sens-là. Et je pense que ce sont quelques critères qui se mettaient à l'intérieur. Et même pour rajouter même sur les noms, ça c'était ma volonté de donner ce que j'ai dit tout à l'heure, une lecture souterraine aux Congolais. C'est-à-dire que ça ressemblerait presque à un bonus qui est quelque part. C'est-à-dire on peut lire l'histoire sans pour autant que les noms influencent, puisque dans les actes que vont faire les personnages, ça va correspondre à ce qu'ils ont les noms. Mais un Congolais qui va lire déjà, rien que le nom, il sait déjà où il va. Rien que par le nom, rien que par ceci, rien que par... Il sait déjà où il va. Mais je l'avais fait déjà, évidemment, oui, c'est ce que j'allais dire. Dans Vers Cassé, le type au Pampers. Mais c'est important, cette question de la langue, des noms... des noms d'Afrique, c'est important. Quelle importance? C'est très important parce que nommer, c'est donner un destin. C'est nous, on ne donne pas le nom comme ça, on dirait dans le tiercé, dans le désordre, il va gagner un hippodrome. Non, on donne toujours le nom parce que c'est un oncle qui a tel totem, c'est un oncle qui a telle force, donc on va lui donner le nom de tel oncle pour qu'il ait la force du gorille, qu'il ait la turbulence du caïman, et qu'il ait la pérennité, je ne sais pas, d'un séquoia, qu'il ait peut-être, je ne sais pas, la beauté d'une colombe, si ça existe, je ne sais pas si ça existe, mais bon, albatros, il y en a, non? Voilà. Oh, Gabriel qui est content, il dit il n'y en a pas. Il n'y a pas d'albatros à Pointe-Noire? Non. Mais comment ça? Il y a une mer, il n'y a pas d'albatros. Grand frère, il n'y a pas d'albatros à Pointe-Noire. Sûr. Il est trop froid pour les oiseaux. Bon, l'océan Atlantique est là de toute façon. Bon, il y a des oiseaux. Il y a des oiseaux. Hein? On va demander aux pêcheurs baigneurs qui sont là-bas. On va passer la parole donc à Modeste qui va nous faire pénétrer davantage.
l'univers de Petit Piment. J'espère que tout se passe bien pour vous. Oyogoki et Boshulubembe étaient en effet des adultes qui avaient l'air de n'avoir jamais eu de jeunesse avec leurs costumes sombres et leurs lunettes de myopie. Soit ils nous parlaient comme si on avait 2 ou 3 ans, soit ils utilisaient leur langage à eux, qu'ils avaient appris l'un à Moscou, l'autre en Roumanie. Fumbungungumako, Pisulungungumako et Tongo imitaient leur façon de parler, utilisant les mêmes expressions qu'ils ne comprenaient pas, car à chaque phrase, nous avions droit à ce mot de dialectique, ou de l'adverbe dialectiquement. Il faut voir le problème de manière dialectique, disait Bisulungungumako. Dialectiquement parlant, c'est l'impérialisme et ses valets locaux qui ont écrit notre histoire. Nous devons renverser les choses car la superstructure ne devait pas l'emporter sur l'infrastructure. Renchérissez Dongo Dongo. Nous nous souvenions pourtant que ces 3 anciens surveillants de couloir n'étaient que des gaillards sans intelligence avant la Révolution. Or, le directeur leur avait donné un bureau près du sien, au 1er étage. Ils s'enfermaient à l'intérieur pour préparer l'éveil du pionnier, un journal de propagande qu'ils collaient au mur du local du Mouvement national des pionniers de la Révolution chaque lundi matin. Nous devions lire cette publication avant d'entrer dans les salles de classe. En fait, Fumbungungumako, Bisulungungumako et Dongodongongungumako ne faisaient que reproduire des extraits du discours du président de la République que leur rapportaient les nordistes Oyogoki et Boshilebembe. Chaque numéro contenait cependant un éditorial du directeur adressé avec zèle au président de la République. Dieudonné Ngungumako s'appliquait, persuadé que le chef de l'État allait le lire le lundi matin avant de réunir son gouvernement pour lui jeter des fleurs. C'était ainsi qu'il racontait dans les colonnes de cet hebdomadaire que le président de la République était invincible et qu'il nous avait été envoyé par nos ancêtres bantous. Sa geste était une des plus extraordinaires du continent noir, car pendant son adolescence, son premier acte de bravoure fut d'attraper un crocodile par la queue au bord du fleuve Kouyou, de l'endormir par une gifle et de le ramener vivant chez grand-mère maman Boulé afin que celle-ci nourrisse le village entier avec cette viande. Pendant que notre futur président devenait la terreur des crocodiles qui n'osaient plus sortir de l'eau pour respirer sur la rive à cause de la présence permanente du gamin surdoué dans les parages, ses camarades réussissaient à peine à capturer des rabalmistes dans les champs de leurs parents ou à chasser des moineaux à l'aide des lance-pierres qui n'auraient même pas cassé la patte à une mouche tsetse. Notre président avait ainsi, dès son bas âge, le souci de la communauté et le sens du sacrifice. Il discutait avec des gorilles des montagnes, protégeait les éléphants contre les braconniers et parlait la langue des pygmées qu'il n'avait pourtant jamais apprise. Donc, dans le texte, toute ressemblance avec une personne que fortune. C'est la fiction. Alors, justement, on rentre dans, c'est un des aspects politiques de Petit Piment. Une question, en quoi l'orphelinat et également le bordel ou encore le marché sont de bons lieux d'observation de ces réalités locales, à savoir violence, corruption, népotisme, Parce que pour étudier un grand ensemble, il faut analyser le petit ensemble. Le fonctionnement d'une institution comme un orphelinat pendant cette période rouge va vous montrer à peu près le fonctionnement dans le grand ensemble, puisque à l'intérieur, le
directeur Ngulumumako se prend comme le président. Il croit que les enfants qui sont dans l'orphelinat, c'est son peuple. La preuve, quand il a senti que le vent tournait et qu'on devait le muter ou quelque part, il a demandé aux enfants de faire la grève de la faim. Non, il n'a pas demandé aux orphelins de faire la grève de la faim. Ils ne comprenaient même pas la grève de la faim. Pourquoi la grève de la faim? Il dit non, ne mangez pas jusqu'à ce qu'on me remette dans mon poste. Donc, il y a une sorte peut-être de chirurgie qu'on peut faire. Et puis, ça me permet aussi de montrer comment les grandes idéologies, même lorsqu'on les applique, elles vont toujours vers cette jeunesse, vers ces enfants. Les enfants dans une petite institution sont toujours comme les cobayes des idéologies. Moi, j'ai porté le foulard rouge autour du cou, les tenues kaki, chanter tout ce qui pouvait être chanté. Mais on avait un langage qui était au-dessus de nos moyens intellectuels. On prononçait des mots, je n'ai même pas compris jusqu'alors. Vous avez eu la curiosité de rechercher ou pas du tout? Vous respectiez? Ah non, à l'époque, il n'y avait pas Google, hein, donc voilà, à l'époque, même le dictionnaire, il fallait l'avoir, parce que parfois, vous voulez un dictionnaire, il y a 2 mots qui vous embêtent, il faut prendre le bus pour aller dans l'autre quartier, vers un grand qui a un dictionnaire, mais qu'il vous donne, en restant derrière, tu finis de voir ton mot, tu retournes. Donc il y avait toujours cette sorte de magie dans le mot. Nous, on faisait cette gromologie, on voulait les mots les plus longs, les plus insignifiants, mais qu'on essayait d'apposer, de mettre dans la conversation. Donc je pense que j'ai pris l'orphelinat pour voir un peu comment ça se passait, le cercle. Un peu déjà comme dans Lumière de Pointe-Noire, le cercle familial. Et là, le cercle des petites institutions, que ce soit l'orphelinat, puis de l'autre côté, dans un bordel du quartier 300, je vivais en face du bordel du quartier 300. Mon oncle vivait là, je l'ai raconté également dans Lumière de Pointe-Noire. Donc tous les jours, j'étais en face de... Tous les jours, je voyais les va-et-vient. Je pouvais dire le père de qui venait par le derrière de la maison. Voilà. Il y avait des dossiers où arrivait, parfois on arrivait, par hasard j'étais derrière, je croisais le père d'un ami de classe, je l'ai vu là, il m'a donné 25 francs, il dit bon, je te donne 25 francs, tu dis pas ça à la maison. Oui, je prenais 25 et quand j'allais acheter les peignets, j'oubliais, je disais à son fils, ah c'est ton père qui m'a donné, je vais dire derrière. Donc ça arrivait. Donc on achetait notre silence. Mais il y avait une sorte de normalité dans le quartier. Pour nous, ce n'étaient pas des femmes à qui on jetait la pierre. Tout au plus, elles étaient là, les mamans un peu pieuses passaient, oh, les Aïroises, et puis elles passaient. Mais nous, on était là parce qu'on savait qu'il y avait toujours des bananes plantains, il y avait toujours des préparations extraordinaires là-bas, et on traînait devant la parcelle qui... C'est juste, pour ceux qui connaissent Pointe-Noire, c'était juste pour nous, derrière le cinéma Rex, qui est devenu une église pentecôtiste actuellement. En faisant un grand bond dans le temps des années 70 à aujourd'hui, qu'est-ce que que vous êtes a envie de dire sur l'Afrique politique? Mais je pense que c'était à la fois c'est vrai, des moments de turbulence, mais aussi de l'éveil de la conscience. C'est-à-dire on avait des grandes ambitions, des grandes théories. Tout le monde pensait être le philosophe de l'Afrique. Tout le monde était, je suis intellectuel, je dois révolutionner l'Afrique, je dois révolutionner le Congo. Mais on était quand même prisonniers de l'idéologie marxiste-léniniste, qui nous poussait à penser de la même façon, selon les principes marxiste-léninisme et également du parti. Donc on était toujours dans une certaine direction, donc on ne pouvait pas avoir une autre réflexion, sinon cette réflexion était une réflexion impérialiste. Donc dans ce sens aussi, ça nous a appris peut-être à penser à la dérober, à penser par réfraction, à se dire que la liberté c'est peut-être sortir de l'idéologie pour voir ce que les autres idéologies peuvent nous donner. C'est peut-être à partir de ce moment, de ces mêmes années, qu'on a commencé à rêver beaucoup, à appliquer ce qui était avant, le panafricanisme, une Afrique unie, le retour à ceci, mais au même moment aussi, le retour aux traditions, ce qui est expliqué de l'autre côté de Kinshasa, avec les théories de l'authenticité, etc. Donc on se cherchait idéologiquement, politiquement, mais en même temps, nous avions besoin aussi de nous échapper de cela parce que c'était un vrai poids
qui ne nous permettait pas l'affirmation individuelle. Nous étions communs. Nous ne pouvions pas dire je suis un. Il fallait toujours dire nous. Et donc dans le nous, il n'y avait pas de place pour l'individu. Et la littérature, les arts nous ont permis à ce moment-là de commencer à s'exprimer à la première personne. Voilà. Nous arrivons tout doucement vers la fin. On passe à une dernière lecture d'extrait. La parole à Modeste. Robin le Terrible était à la tête de la bande la plus structurée, la plus crainte et la plus ancienne de Pointe-Noire. Le face-à-face ne se fit pas attendre et eut lieu dès que Robin le Terrible apprit que des jumeaux essayaient de le supplanter et se déclaraient désormais comme les maîtres de son territoire. Il se précipita avec 10 membres de sa bande devant le restaurant chez Gaspard, où nous avions l'habitude de passer la journée à attendre que les clients nous donnent quelques pièces à leur sortie. Notre bande ne comptait alors à peine qu'une dizaine d'individus, dont la plupart étaient des poltrons, qui ne posaient aucun acte de courage sans que les jumeaux soient à leur côté. Dès que je vis Robin le Terrible, je sentis mes jambes me lâcher, mais je m'efforçais de ne pas montrer aux jumeaux que j'étais intimidé par ce gaillard très sombre de peau avec une musculature de pêcheur béninois. J'avais entendu parler de sa légende par quelques garçons qui nous avaient rejoints et qu'il avait éjecté de son groupe juste par son humeur dont il prétendait qu'elle variait pour un oui ou pour un non. Il était surnommé Robin le Terrible parce qu'il se prenait pour Robin des Bois, le héros du Moyen-Âge qui se cachait avec sa clique de brigands dans une forêt d'Europe et dépouillait les riches pour redistribuer aux pauvres. Sauf que Robin le Terrible n'avait jamais mis les pieds dans une forêt et dépouillait indifféremment les riches et les indigents. Ces mêmes garçons racontaient aussi que son obsession pour Robin des Bois remontait à son enfance, où après l'école, il s'enfermait dans la bibliothèque de l'église Saint-Jean Bosco, lisait les aventures de son personnage préféré et mettait enfin un visage sur son nom. Malgré les illustrations en couleur de ce livre qui le captivait, il s'en mêlait les pinceaux, revenait à la page d'avant, la relisait à haute voix et se grattait le crâne, se demandant pourquoi Petit Jean, cet ami de Robin des Bois, s'appelle-t-il ainsi alors qu'il n'est pas petit, qu'il est au contraire grand, robuste, et que dans la forêt, c'est lui le chef des hors-la-loi. Quelques pages plus loin, il sautait presque de joie lorsqu'il comprenait enfin que Petit Jean avait été à la tête de ces brigands avant l'apparition de Robin des Bois, et qu'il n'était pas du genre à céder une parcelle de son influence sans livrer bataille. Petit Jean et Robin des Bois s'étaient donc défiés dès leur première rencontre, car un coq qui tient sa basse-cour ne laisse pas un nouveau venu s'imposer et donner l'impression au reste de la volaille que ce sera désormais à lui d'annoncer le lever du jour. Il admirait le courage de Petit Jean, qui avait exigé de Robin des Bois un duel au bâton, avant que les deux ne deviennent les meilleurs amis du monde. C'était une des leçons de survie qu'il allait apprendre très tôt et qui allait lui servir plus tard dans les rues de Pointe-Noire, où pour se faire respecter, il ne suffisait pas de gronder, il fallait également grossir ses muscles et défendre son territoire par tous les moyens. Si l'adversaire était plus fort, alors il valait mieux, comme Petit Jean, fumer le calumet de la paix avec lui, en faire son allié et non son adversaire. Alors Alain Mabankou, cette jeunesse si bien décrite, dépeinte, qu'est-ce qu'elle a, j'allais dire, de particulier? En quoi elle a beaucoup de choses de particulier, hein. Surtout cette
cette insouciance que nous avions à cette époque, parce que on croyait toujours que le monde s'arrêtait peut-être à Pointe-Noire et que les autres parties de la Terre n'étaient que minuscules. Et puis aussi le fait qu'elle était dans la rue, c'est-à-dire que nous étions plus à l'aise dehors qu'à l'intérieur. Voilà, parce que nous n'avions pas ces dispositions malheureuses où on ne peut pas passer au milieu de la parcelle de quelqu'un. On était des bandes, vous êtes en train de manger chez vous, vous voyez les gens traverser, ils ne vous connaissent pas, vous ne vous connaissez pas, ils vous disent même pas bon appétit, mais ils passent la route. Hein, et vous ne boudez pas, puisque ils sont en train de passer. Hein, voilà. Il n'y a pas de clôture. Il n'y a pas de clôture. Hein. Parfois même, si vous avez une porte qui donne de l'autre côté, ils rentrent dans la maison, ils traversent, ils vont de l'autre côté. Donc il y avait une sorte d'insouciance, voilà, où on arrive, bon, on a piqué quelque chose là-bas et on vient manger dans la parcelle d'autrui, ils ne connaissent même pas, bon, ils regardent, ah ça c'est l'enfant d'un tel de l'autre côté. Il y avait cette sorte de ferveur où on savait que nous avions de l'espace et que nous voulions conquérir cet espace, le garder pour nous. Et on faisait tout pour avoir cet espace, d'où la présence de ces bandits. Il y avait toujours des... pas bandits dans le sens vraiment européen, mais c'était vraiment des caïds. Hein. On n'en arrivait pas toujours à la bagarre. Bon, là, il y avait un petit duel, mais il y avait toujours cette jeunesse. On se réunissait, nous devions aller au cinéma. Il y avait une séance qu'on appelait matinée pour nous. Hein. Donc, cinéma Rex. Voilà, et puis les adultes arrivaient avec les films. C'était à l'époque interdit au moins de 21 ans. Hein. Donc, c'est pas aujourd'hui, c'est 18 ans. Hein. C'est interdit au moins de 21 ans. Alors nous, avec les 10, 11 ans, on s'est dit, waouh, le temps d'arriver là, ça sera dur. Donc parfois ça arrivait, on avait un petit billet, on passait voir le gars, le monsieur qui nous surveillait là, on glissait un billet, et puis il prenait 2 mineurs, il les mettait vers le fond de la salle, vous vous taisez. Moi j'ai eu à voir le truc, j'étais couché, après je regardais en haut, hein, parce que c'était les films interdits au moins de 21 ans, mais on nous faisait quand même rentrer. Hein. Et puis quand c'est un billet qui voyageait, hein, parce que si on prend le billet de votre... Parce qu'on imagine que c'est un billet que vous aviez reçu du quartier Croissant, d'un papa qui se retrouve dans une autre main. Voilà, si se retrouve dans une main. Il y avait cette sorte d'insouciance et puis une solidarité extraordinaire. Je pense que par exemple, quand on n'avait pas tous d'argent pour aller voir un film parce qu'on n'avait pas d'argent de poche ou quoi, on déléguait un qui entrait, il allait voir le film et à la fin il venait, il s'asseyait pour nous expliquer le film. Alors il était là, il expliquait, alors l'acteur est sorti, l'acteur c'est le personnage principal, l'acteur est sorti, il y avait 4 ennemis, il les a terrassés et il faisait les dialogues, les mouvements, si c'était un film de Bruce Lee, il montait sur eux et puis il décollait. Il y avait une sorte de narration parce qu'on était des conteurs, donc c'était ton tour. Maintenant, le prochain film, quand ça sera, voilà, tuer les tous et revenir seul, c'était le titre, on l'appelait Trinita, voilà, on envoyait toujours quelqu'un qui allait voir. Et puis si on avait envoyé un nouveau là qui était rentré, mais il n'avait pas l'art de la narration, on dit « Oh, il a bouffé notre argent, celui-là, justement, c'est voilà, donc voilà, il y avait toujours le spécialiste, voilà, il donnait tous les détails, voilà, ça a commencé par une publicité, c'était les savons, c'est un enfant blanc qui se lavait dans une bassine, c'était les savons d'eau. Après on a lavé, et puis bon, il y a eu une panne, et puis le courant est revenu, et paf, ça a commencé les titres. Donc c'est le générique. Il y avait des titres, je ne sais pas, voilà. Et puis on a vu un cheval, on ne disait pas cheval, on a vu un cheval arriver. Le cheval arrivait avec l'acteur dessus, il est arrivé. Le mieux, c'était même, c'était quand on avait montré pour la première fois le film dans lequel il y avait pour la première fois des Noirs américains qui faisaient du karaté. Donc il y avait Jim Kelly, Fred Williamson et Jim Brown, voilà, les démolisseurs. Ah, le film là, ça nous a tués parce que... le film là, ça nous a tués. Parce que jusqu'alors, bon,
On avait des pistolets, on ne peut pas les avoir. Les chevaux, on ne peut pas les avoir. Mais là, c'était l'arme. Hein. Et on a envoyé un délégué qui est rentré là. Le délégué est arrivé à Faune. C'était en moi. Vous savez, donc le film a commencé, c'était dans une rue comme ça avec des immeubles longs. C'est les gratte-ciels de New York, des immeubles longs. Et puis l'acteur est arrivé avec une touffe afro, puisque nous étions dans ces années 70. Les salamandères. Voilà, salamandère, pantalon, puncha. Donc, et puis il a croisé les ennemis. Les ennemis lui ont demandé c'est quoi ton nom, il a donné mon nom, c'est un tel, ma mère m'a donné ce nom pour qu'on me respecte. Ah, ils ont commencé à se battre. Et bien donc là, nous sommes, on a eu un virage, peut-être c'est à partir de ce moment-là que nous sommes tous en train de aller nous inscrire à un club de frères. Il y a des gens qui arrivaient avec des fractures parce qu'ils voulaient le quitter. Vous voyez, mais je ne comprends pas, ils sortaient du toit. Quand on arrive vers la fin, j'aimerais qu'on aborde un petit peu. Alors, vous découvrez tout ça, bien sûr, en lisant le roman, évidemment, ces tresses subjectives, ces thèmes qu'on a repris aujourd'hui. Hein, mais il y a plusieurs autres, notamment. Mais j'aimerais qu'on parle du côté panafricain et panafricaniste qu'on retrouve dans vos écrits, avec notamment des exemples complètement, j'allais dire, un peu étrange, avec un président formé à la fois au Congo, au Cameroun et en Centrafrique, un guérisseur qui se ravitaille au Cameroun, enfin il y a comme ça plein de... un médecin qui a fait l'école à la Sorbonne. J'aime mélanger de toute façon les choses, mais à l'époque il y avait toujours cette carrière aussi qui était comme ça, hein, où on allait faire un peu ses armes dans les pays d'à côté, où il y avait un peu de trouble, on revenait avec un petit CV de celui qui avait fait la bataille, parce que c'était pas à l'époque forcément extraordinaire, mais être allé à l'étranger pour apprendre quelque chose et revenir, vous donnez toujours un bonus. Que vous veniez de l'URSS ou de la France, surtout la France. L'URSS, les gens négligeaient parce que tout le monde y allait. Il y avait non, mais quand on demandait les bourses, l'État disait, bon, ce groupe-là en Tchécoslovaquie, ça, Bulgarie, vous, l'URSS, et puis on guettait toujours le groupe de Paris. C'était pas donné. Et on voyait déjà quand on disait l'URSS, le groupe pleurait parce qu'il voulait pas le groupe pleurait parce qu'ils avaient vu les gens qui étaient en URSS revenir au pays avec leurs femmes soviétiques, et les femmes puisaient de l'eau, portaient les enfants derrière. Dit, mais les enfants disaient, mais ça sert à quoi d'être blanche s'il faut faire comme nous, c'est pas normal. Donc ils voulaient pas ça. Donc ils voulaient vraiment aller plutôt en Europe, avoir une femme française qui conteste les décisions. Ils disaient toujours, oui, je vais aller en France, comme ça, quand je suis chez moi, quand on a préparé la nourriture, c'est que pour moi, mon fils et ma femme. Hein, on ne peut pas d'ailleurs que pour 3 personnes, et on va mettre un chien méchant devant la maison, et ça, voilà. Alors que c'est les Russes s'asseyaient par terre, on les voyait dans la bourse, ils disaient c'est pas normal, c'est pas des blancs. Voilà, c'est moins exotique. Donc, ceux qui allaient en Union soviétique, ils pleuraient. Il y a d'autres, ils arrivaient à l'Union soviétique, hop, ils traversaient, ils venaient en France. Hein. Le cas de notre Mongo Moussa, il était à l'Union soviétique, il a terminé en France, hein, parce qu'il savait, il lui fallait aussi ce label là quand même. Hein. Voilà. On va passer la parole au public, mais quelle est la part en vous de Petit Piment? Oh, mais ça c'est... les écrivains qui sont là savent tous qu'il y a toujours la part de l'écrivain n'importe où, même là où vous ne vous attendez pas. Donc c'est difficile pour moi de séparer les choses, parce que quand je crée un personnage, quand je raconte un personnage, il y a toujours quelque chose que je lui donne qui m'appartient. Ça ne peut pas forcément être peut-être familial, ça ne peut pas être physique, ça ne peut pas être parfois les livres, parfois la maison. Il y a toujours un élément, même si les décors, ce sont mes décors. C'est-à-dire que les rues, les endroits,
ce sont les décors de mon enfance. Ça vous a nourri. Voilà, donc géographique, moi je suis toujours très autobiographique. Maintenant, par la suite, je donne à mes personnages des folies parfois qu'ils n'avaient pas, que ces gens n'avaient pas dans la vie réelle. C'est aussi le travail d'un écrivain, c'est un metteur en scène. Le metteur en scène, voilà, il pose un peu les acteurs là, et puis il leur donne le rôle, il surveille si les rôles sont bien tenus, mais il y a des acteurs qui ont plus du talent, qui vont échapper au metteur en scène, et le metteur en scène, ah, c'est très bien ce que tu as fait. Les personnages, c'est la même chose. Vous commencez à lui dire, bon, toi tu seras là, tout d'un coup au milieu, il ne veut plus être là, il veut être de l'autre côté, vous le laissez aller. On laisse un peu la liberté au personnage, parfois de dire à l'écrivain, tu t'es trompé. Merci à la Henri Lopez, tout à l'heure, Alain Mabankou a raconté une anecdote. Chaque fois qu'il publie un livre, vous faites une recension, vous lui envoyez un courrier avec les points positifs et négatifs. Alors, vous vous êtes tué tout à l'heure, j'aimerais juste que vous nous disiez qu'est-ce que vous avez écrit pour Petit Piment. Écoutez, il n'a pas parlé de points négatifs. Non. Je lui fais des commentaires en tant que frère, en tant que lecteur et en tant qu'admirateur. Et quand il y a quelque chose que je trouve qui me pose problème, je le lui dis. Mais parmi ces livres, c'est l'un de ceux que je préfère. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour celui-là? Je lui ai dit, premièrement, que ce livre était le fils de Demain j'aurai 20 ans, que j'aime beaucoup. Deuxièmement, je lui ai dit que c'était une manière littéraire de Chéri Samba, c'est-à-dire des tableaux naïfs. Merci. Je vous en prie.